Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver parce que j'ai enfin reçu ma Cool Wallet Pro qui me permet de stocker mes cryptos avec un très haut niveau de sécurité, qui me permet de faire du trading, du stacking, d'accéder à la DeFi et tout un tas d'autres fonctionnalités. Pourquoi? Parce que cette carte de crédit Cool Wallet est reliée à mon smartphone via une application et je vous ai obtenu 5% de réduction sur une Cool Wallet Pro. Alors chers amis, Cool Wallet est une marque reconnue à l'international et leader sur certains marchés asiatiques qui vient de décider de se lancer sur le marché français. Retenez 3 points. C'est tout d'abord un très haut niveau de sécurité avec la certification EAL6+, pour une sécurisation de votre portefeuille à la pointe de la technologie. C'est la plus haute certification existante à ce jour. Un format innovant et compact, la Cool Wallet fait la taille et le poids d'une carte de crédit. Un format qui vous permet de garder vos cryptos avec vous n'importe quand, n'importe où, et la batterie dure plusieurs mois. C'est pratique enfin, je vous en ai parlé tout à l'heure. Oubliez votre PC fixe. Le tout est relié directement à votre smartphone via une interface d'application facile d'utilisation disponible sous Android ou iOS. J'ajoute que si vous êtes encore un peu patient, eh bien, ils vont bientôt lancer leur Launchpad et leur propre token. Et surtout, mes amis, donc, ce que je vous ai obtenu, 5% de réduction si vous commandez une Cool Wallet Pro ou une Cool Wallet S. Et donc, chers amis, on attaque le Cryptos Technical Briefing. J'espère que vous allez bien. La semaine s'annonce d'ailleurs ensoleillée. On va se mettre bien cette semaine avec cette ère de printemps. D'ailleurs, nous sommes au printemps. Alors, Bitcoin, quel est l'ultime stop d'invalidation du camp baissier? Vous savez, chaque semaine, je me creuse la tête pour savoir quel titre mettre à mes vidéos. Alors, j'ai jamais fait de titre olé olé du type Bitcoin to the moon. Mais d'ailleurs, d'après vous, quand est-ce que je devrais titrer une vidéo Bitcoin to the moon? À partir de quand? Quand est-ce que ce serait le timing? Quand est-ce que Bitcoin dépasserait? Alors, on n'en est pas là, puisque là, effectivement, le marché corrige depuis les 30K. Mais quel est, selon vous, l'ultime stop d'invalidation du camp baissier? Alors là, j'ai voulu choisir un titre un peu tapageur, mais vous allez voir plus tard dans la vidéo, je vais quand même vous donner la réponse. Non, mais je ne vais pas botter en touche. On va faire le tour d'horizon classique, mais je ne vais pas botter en touche. Quel est l'ultime stop d'invalidation du camp baissier? 30K, 35K, 50K, 70K, 100K. Bon, d'ailleurs, si on attend les 100K pour faire une vidéo du type To The Moon, on n'est pas rendu. Mais le jour d'ailleurs, je pense que je ferai quelque chose de spécial lorsque le marché sera à 100K. Alors forcément, oui, je pense que là, on est plus sur 2025, voire 2026. Bon, enfin, on verra ça seul. Je n'ai pas de machine à voyager dans le temps. Mais je ferai quelque chose de spécial. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je sais pas. Pourquoi pas me faire replanter des cheveux, au bas mot, mettre une perruque ou non, ce que je vais faire le jour où Bitcoin est à 100K, j'ai une idée, mes chers amis. Je vais chauffer avec de la braise le management de Cryptost pour organiser la Cryptost Bitcoin 100K Party Night. Et on fera quelque chose d'exceptionnel. On fera un événement pour fêter Bitcoin à 100K. Enfin voilà, nous n'en sommes pas là. En attendant, le marché retrace depuis les 30 000 $. Alors, bon, les fondamentaux, je ne vais pas ici vous redétailler la totalité des fondamentaux que vous connaissez bien, mais l'inflation, la probabilité d'une récession, beaucoup de statistiques américaines encore publiées cette semaine sur ce sujet, et puis le sujet chaud, brûlant du moment, le plafond de la dette américaine, le fameux shutdown, qui est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'économie américaine, et qui peut durer plusieurs jours. Janet Yellen, on dit ça comme on veut, la secrétaire américaine au Trésor, la ministre de l'économie, ancienne patronne de la Fed, nous dit que le 1er juin, le gouvernement fédéral est à sec s'il n'y a pas d'accord entre l'administration Biden et le Congrès américain, Chambre des représentants, Sénat, dominé par les républicains. Mais vous savez, dans l'histoire, il y a eu des exemples de shutdown de l'économie américaine. Ça a pu durer 2 semaines, 3 semaines, forcément. C'est ce qui là met la pression sur les actifs risqués. Vous avez regardé les marchés actions américains, ils ne bougent plus, ils sont tous stables. Voilà, on attend d'être libéré de ça. Et puis après, donc, le lot habituel de fondamentaux. Et donc, les amis, on attaque parce que j'ai un énorme plan. J'ai tout ça. J'ai tout ça que je vais vous dérouler de manière méthodique. Et puis, il va falloir quand même répondre à cette question. Quel est l'ultime stop d'invalidation du camp baissier? On y va. Alors, c'est parti, les amis. Je me suis réduit en tout petit en bas à droite. Je pourrais même me réduire davantage. Alors oui, donc les fondamentaux, patati patata, blablabla. Récession, inflation et tutti quanti. Bon, l'inflation, elle continue de reculer dans sa version globale. La version sous-jacente, elle est plutôt plate. La bonne nouvelle, c'est que Trueflation, que je vous montre régulièrement,
Truflation fait un nouveau plus bas, ça c'est bien, écoutez, c'est une bonne chose. Mais on a quand même noté la semaine dernière que la poursuite du recul de l'inflation n'a pas permis, n'a pas entraîné de cassure du support sur le dollar américain, ce dont avait besoin le marché crypto pour se stabiliser. Et là, donc, il est toujours dans cette phase de retracement. Alors à propos de l'actualité fondamentale, je vous invite aussi à vous tourner vers l'excellente vidéo de Lilian, le récap crypto qui a été publié lundi, avec notamment une grosse partie sur les bugs qu'a connu Ethereum. Il vous détaillera ça 1000 fois mieux que moi. Et donc voilà, pour une fois, la partie fondamentale est terminée rapidement. On attaque par le diagnostic technique général de Bitcoin. Alors, chartisme momentum, la comparaison avec l'été 2020, je trouve, tient encore la route. Alors, elle tient la route, on va reprendre un peu les éléments. Vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire du cours du Bitcoin sur une toute petite échelle logarithmique. Et donc, qu'est-ce que ce graphique nous raconte? Ce graphique va nous permettre de faire une comparaison, c'est bien, mais c'est tout. Alors, bon, allez. Ici, rappelez-vous, l'été 2020 ou 2020. Alors, ne vous focalisez pas sur cet épisode de Bull Run, regardons plutôt ça. On avait une cassure technique, puis on avait un mouvement de retour sur la ligne de coup de ce qu'était ici une pattern. Et je faisais la comparaison depuis 3 semaines avec vous ici, chaque mardi, avec le parallèle prix momentum. Et là, c'est vraiment, on est dans le même cas de figure. Le test du RSI des 70, le test du RSI 70. Et on était revenu sur cette zone plate ici. Donc, vous voyez qu'il y a encore une petite marge de manœuvre avant de repartir, et ça avait pris quand même plusieurs semaines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en données hebdomadaires, la comparaison avec août 2020, je m'arrête à octobre, hein, tient encore la route, ça veut dire qu'on peut encore tester 25, 25,3. De toute façon, ça c'est le niveau. Alors, en fait, le cours de clôture, c'est 24 000 pour le pullback. La mèche, c'est 25 000. De toute façon, tout le monde a compris que 24, 25 000 $, c'est là où on a valide la reprise de l'année. Alors, je continue sur le cours du Bitcoin maintenant pour la partie fractale. L'hypothèse d'une vague 4 reste plausible. Alors, là, vous avez le contrat futur Bitcoin du CME en données hebdomadaires et à droite en données journalières. Donc en données hebdomadaires, je vous remontre ici le parallèle de la structure prix momentum avec ce qui s'était passé à l'été 2020. Notez que la clôture hebdomadaire de la semaine dernière a vu donc un test de la moyenne mobile à 200 semaines. Elle est très suivie, la moyenne mobile à 200 semaines, par les techniciens. Et pour l'instant, elle tient un choc. Et bon, en fait, on voit de toute façon, il y a une convergence, une confluence, il y a plein de mots qui sont intelligents en analyse technique. Bon, il y a tout qui passe à 24-25 000 $. La moyenne mobile à 21 semaines, la moyenne mobile à 200 semaines, les niveaux de chartisme, des éléments de l'Ishimoku, les vagues d'Elliott. En fait, tout nous dit que si on casse cette zone, c'est fini. D'ailleurs, ce que fait le marché, là, c'est un quatrième temps correctif. Et là aussi, on analyse fractale. Et si on prend plus particulièrement le compartiment des vagues d'Elliott, jamais la 4, le creux de la 4 n'enfonce le sommet de la 1. Sinon, le décompte ne tient pas. Donc pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'on reste dans les cordes d'une période de retracement assez bien construite. Je vais vous montrer ça aussi sur Ethereum. Alors j'espère que le graphique, vous y voyez quand même quelque chose. Donc, la première jambe de hausse qui avait commencé en novembre, la vague 2 courte, impeccable, classique. D'ailleurs, une vague 2 qui avait de manière très... Oui, alors là, aujourd'hui, je fais du technique un peu rébarbatif, hein, mais s'il vous plaît, restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo. On avait retracé 50%, voilà. Ensuite, une grande 3, eh bien, elle est connue, celle-là, c'est celle de la crise bancaire. Et là, nous sommes dans une vague 4 classique. Alors d'ailleurs, est-ce que la vague 4 s'est arrêtée vendredi dernier? Franchement, je n'en sais rien, mais si ça devait être le cas, notez qu'on a un 3 temps, abaissé un zigzag. Et ici, je vous ai mis, non, je ne l'ai pas mis, donc je vais le remettre tout de suite, les extensions de Fibonacci. Hop, j'attrape la vague lettrée A, la vague lettrée B. Et donc, le point bas de vendredi, c'est un A égale C, ce qui est assez classique pour un zigzag. Ça ne veut pas dire qu'on ira plus bas. Pour valider la fin de cette vague 4, pour valider la fin de cette vague 4, il faut dépasser une résistance. La résistance à dépasser, pour moi, ce sont les 28 000 $. Parce qu'en fait, on a au-dessus de la tête cette espèce d'épaule tête-épaule en données journalières, dont la cible théorique, c'est plutôt vers les 24 000. Donc là aussi, ça nous envoie vers le fameux niveau d'invalidation. Mais parfois, une pattern fait dans sa cible théorique ne fait que 0,618 de la cible théorique. Donc en gros, tant que le marché...
ce que fait le marché là, depuis vendredi, c'est bien. Il a fait sa mèche basse. D'ailleurs, je vais vous montrer qu'il a fait sa mèche basse pas n'importe où. Je vais remettre les graphiques, ça vaudra mieux que tous les discours. Si la vague 4 devait s'arrêter vendredi, on a retracé 38,2 de la 3, ce qui est assez standard. Je peux y ajouter aussi les enseignements du système Ishimoku sur le contrat futur Bitcoin. Et si on s'arrêtait vendredi, donc on a testé la SSA, mais voilà, là on voit déjà plus rien. Donc je vais retirer l'Ishimoku. Voilà, on n'a pas encore dépassé de résistance. Et la résistance, c'est ce qui est plus ou moins la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Et en fait, au final, ça reste toujours l'ancien gap ici du 13 juin. Il faudrait être capable de mettre une clôture journalière au bas mot au-dessus des 27 500, au mieux au-dessus des 28 000 pour valider la fin de la vague 4. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'elle peut encore se prolonger tant qu'on ne dépasse pas de résistance. Si on dépasse une résistance, elle ne se prolongera plus, on repart pour une vague 5. Et pour vous montrer à quel point la zone des 24-25 000 dollars est importante, parce que c'est la ligne de coup de ce qui a potentiellement une pattern de renversement, tout passe à 24-25 000, c'est aussi cette ligne de tendance en données journalières. Voilà, donc voilà, concrètement, c'est là, vous avez le topo complet là, sur Bitcoin, je ne peux pas en dire plus. Alors, sur la capitalisation boursière totale crypto, que je vais mettre ici en données journalières avec le système Ishimoku, vous pouvez constater que depuis la phase haussière de cette année, jamais la capitalisation boursière totale crypto n'a rebasculé sous le nuage. Au pire, on testait la SSB, comme ici au creux du choc bancaire, et là, donc on est encore là, on la teste. Bon, vous voyez, pour relancer la machine, il faut dépasser une résistance. Donc là, c'est bien, on s'habille sur des supports, mais tant qu'on ne dépasse pas de résistance, ça ne veut pas dire que ces supports seront les supports du point bas. Et oui, et donc mécaniquement, cette hypothèse d'une vague 4 tombe complètement à l'eau si on enfonce la zone que j'ai tellement répétée depuis le début de cette vidéo. Bitcoin, analyse graphique, intraday. Je me fais guider un peu par mon plan ce matin parce que je suis un peu fatigué, donc sinon je sais pas pour me perdre. Mais donc voilà, donc là je vous montre en intraday où est-ce qu'on en est. Donc la vague 4, l'hypothèse est là, en 3 temps, une A, une B, une C. Là je vous ai remis les extensions de Fibo. Donc, vous avez le 1 pour 1, on a un A égale C, et voilà le A égale C qui est ici, le point bas de vendredi, et le canal. Mais on n'a toujours pas dépassé de résistance, donc voilà, on retrouve ici d'ailleurs les 27 500. Je pense que c'est vraiment à 27 500, 28 000 qu'il faut dépasser pour la valider. Tant que ce n'est pas fait, elle peut se prolonger davantage, cette satanée vague 4 qui nous embête. Alors, maintenant un point sur la participation institutionnelle. État des lieux, tout d'abord les données du funding. Donc je suis ici sur CoinGlass. Alors la bonne nouvelle, c'est que globalement, le funding, il est, alors ça dépend des périodes de temps, mais les taux actuels restent quand même globalement négatifs, ou proches de l'être. Alors, on peut avoir une lecture contrarienne de ces données de funding, mais bon, voilà, il ne faut pas non plus trop s'y accrocher, mais c'est quand même rassurant de voir qu'il y a essentiellement des positions short. Maintenant, où en est la participation institutionnelle? Alors, j'ai noté quelque chose, toujours sur CoinGlass. La participation institutionnelle est très importante sur le marché des options. Vous avez ici la mesure dite de l'Open Interest, OI, Open Interest, la quantité de contrats optionnels créés. Et donc, je vous montre ici les options Bitcoin. C'est vrai que depuis le début de l'année, on a eu un retour de l'Open Interest carrément sur ces records des points hauts ici du printemps 2021 et de l'automne 2021. Donc il y a sur le marché des options sur Bitcoin, mais aussi sur Ethereum, une forte participation institutionnelle. Ça, c'est sur les options. C'est vrai que ça va plutôt dans le sens d'une phase de renversement haussier de long terme depuis le début de l'année. Par contre, lorsqu'on regarde les mêmes données d'Open Interest sur les contrats futurs, donc j'ai ici par exemple ceux sur Bitcoin, là on est très loin des records du printemps 2021 ou de novembre 2021. Mais sur les options, c'est quand même quelque chose de rassurant. Alors maintenant du côté des ETF, je vous propose de vous tourner vers le plus gros, ou peut-être le numéro 2, je ne sais pas, ETF Bitcoin du monde, le fameux BITO, de son petit nom, sur lequel on peut aussi faire l'analyse technique, et je vais simplement y mettre les enseignements du système Ishimoku. Là, vous voyez aussi que comme au point bas
du choc bancaire, on essaye de s'accrocher à la SSB, ça a intérêt à tenir, mais voilà, il faut dépasser une résistance pour valider quelque chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais là aussi, le marché essaye de s'accrocher à des supports. Ça pourrait correspondre à une fin de vague 4. Vous avez vu comme on ne comprend plus rien à mon graphique lorsque je mets tout, mais en même temps, là, moi j'ai quand même plus ou moins tout sous les yeux, ça me fait plaisir. Et puis voilà, c'est ça l'analyse technique. L'analyse technique, c'est la conjugaison des facteurs techniques. La participation des traders particuliers reste archi morose. Alors déjà, on voit que beaucoup quittent les exchanges pour aller sur du cold storage, très bien. La meilleure façon, je trouve, de mesurer la participation des traders particuliers, c'est le Bubble Index. Vous l'avez ici en vert et en bleu et en jaune le Bitcoin. Ben regardez, le Bubble Index, il est tout en bas. Et au ça, alors, on a par exemple, alors, au niveau des transactions Bitcoin, avec l'actualité récente, l'arrivée des nouveaux jetons, etc., ok, là, on est au top du top, mais le véritable indicateur de l'intérêt global qui porta à l'époque, on va relever ce petit T qui n'a pas sa place, c'est, je trouve, Bitcoin, Google Trends, les recherches Bitcoin sur Google, on est encore tout en bas. Donc ça montre bien à quel point, pour l'instant, il y a encore de l'incertitude, en tout cas, un manque de confiance d'un point de vue des traders particuliers. Alors maintenant, du côté des facteurs cross-assets, ce qui a... alors ça, c'est un peu la surprise de la semaine dernière. Malgré le recul de l'inflation aux US, le dollar américain n'a pas cassé son support. Alors je ne vais pas ici refaire tout en détail le scénario possible sur le dollar américain, mais en gros, soit la vague B est terminée, et là nous serions dans une vague C avec une 1, une 2 et bientôt une grande 3 qui cassera le support. Soit nous sommes en train de construire la vague B, où nous avons fait là une A, une B. Alors, pourquoi pas une espèce de running flat, ou ça peut être bon, voilà, si la B n'est pas finie, elle peut très bien faire ça. Là, vous avez le sous-décompte de la vague B, qui du coup sera ce scénario bleu, qui reporterait les nouveaux plus bas du dollar américain. On n'en est pas là. Moi, je dis que tant qu'on reste sous les 103 points, c'est plutôt le scénario d'une cassure de support qui persiste. Sachez quand même quelque chose, c'est que si le dollar devait dépasser cette résistance, clairement, cela prolongerait le retracement en cours de notre ami Bitcoin. Les taux d'intérêt, rien de nouveau depuis la semaine dernière, ils sont toujours dans une phase latérale. Et maintenant, on passe à Ethereum. Alors, pour Ethereum, analyse chartiste, fractal, Ichimoku, c'est exactement le même topo que pour le BTC. Pour moi, le seuil à impérativement tenir, ça reste les 1700 $. Alors, vous avez le contrat futur ici, Ethereum, à gauche en données hebdomadaires, à droite en données journalières. Il faut noter l'arrivée de la moyenne mobile à 21 semaines. Je peux y ajouter les enseignements du système Ichimoku. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette phase de transition latérale, la lagging span a passé la Kijun. Donc ça, c'est bien, ça, c'est pas mal. Et puis, on se maintient dans le nuage. C'est vrai que j'ai toujours pas répondu à la question de savoir quel était le niveau qui invaliderait définitivement le camp baissier, mais j'y viens. Et donc, pour Ethereum, pareil, en données journalières, on a ici les 4 temps, une vague 1, une 2, une grande 3, une vague 4 qui ne doit jamais enfoncer le sommet de la vague 1, sinon ce décompte n'est pas le bon. Et on voit aussi que comme pour le contrat futur BTC, c'est là où passe le nuage du système Ichimoku. L'avantage de pratiquer l'Ichimoku sur les contrats futurs et non pas le marché qui cote 7 jours sur 7, c'est justement d'avoir un Ichimoku beaucoup plus précis et parfait parce qu'à la base, il est adapté aux actifs qui cotent 5 jours sur 7 et pas 7 jours sur 7. Alors, quel est le niveau qui invalide définitivement le camp baissier? J'irai voir dans les commentaires ce que vous avez indiqué. Pour moi, je vais vous le donner. Pour moi, c'est la zone comprise entre... Elle est très serrée. 33 000 et 35 000 $. J'estime que si le marché fait un jour sauter ce bouchon des 33 000, 35 000 $, le scénario baissier ne tient plus et il n'y aura plus aucune argumentation technique qui permettrait de le défendre. Je ne dis pas que c'est le seuil de déclenchement du bull run, parce qu'on n'en est pas là, mais j'estime que c'est 33 35 000 $. Alors je vous explique pourquoi, en fait, de manière simple. Je vais reprendre ici le contrat, je vais retirer Ichimoku parce qu'on n'y voit plus rien. Voilà, je vais reprendre ici la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire du contrat futur BTC. Il existe encore un cas de figure en fractal archi-baissier. Vous avez ici, donc, c'était le point haut de novembre 2021. Donc on aurait eu ici, je vais vous montrer ça, hop,
Voilà. Oh, je suis fatigué ce matin, j'ai du mal à... Donc, une vague 1, une 2, une 3. On n'aurait fait qu'une 4. Et voilà, ça, c'est ce dont rêvent les bears. Ça tient la route. Je dis bien, ça tient la route. Parce que la 3 est toujours la plus longue. Et que la 4 n'enfonce jamais le point saillant de la 1. Et tout le monde, tous les analystes en vague Elliott sont d'accord pour dire que c'est une vague 1 ici. Donc, le creux de la vague 1 est à 33 000 $. Mais ce qui a vraiment déclenché le point de départ de la vague 3, c'était le gap baissier ici de début mai 2022 qui était suite à une décision de la Fed. Et ce gap est à 35 000 $. Donc j'estime que pour définitivement enlever toute argumentation au camp baissier sur le plan technique, il faut dépasser les 35 000 $. Et vous pouvez aussi y ajouter le système Ichimoku, et ça veut dire qu'en plus, on sortirait du nuage. Alors pour certains, il faudrait dépasser, pour les purs Ichimoku, ils attendent qu'on dépasse les 44 000 parce que c'est la SSB. Voilà. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport donc à cette histoire de seuil qui invaliderait définitivement le camp baissier. Et donc oui, forcément, s'ils ont raison, le camp baissier, avec ce décompte, la cible de leur vague 5, c'est 12 000 $. Ces fameux 12 000 $. Alors, je reviens sur ETH, parce que là je suis parti dans tous les sens, je voulais aussi vous montrer que sur ETH, du côté de la participation institutionnelle, sur le marché des options, on est revenu sur les records du printemps 2021. Donc ça fait partie des choses que je trouve qui sont plutôt rassurantes. Je voulais aussi vous montrer, j'en suis où moi? Oui, je voulais vous montrer, alors pour ETH, BTC, moi je suis toujours confiant dans cette pattern de continuation haussière, ça prend du temps, je vous l'accorde, mais je suis toujours confiant. Maintenant, alors chez Binance, les retraits se sont stabilisés, mais c'est beaucoup de cold storage. Sur le Binance Coin, qu'est-ce que je peux vous dire de plus que la semaine dernière? Ma foi, pas grand-chose, hormis le fait que pour bourrer, il faut faire sauter les 350 $, la ligne de coup ici de l'épaule tête-épaule, l'énorme niveau horizontal, voilà, le RSI hebdo sur 50 et en données journalières, et voilà, on teste cette trendline là, et on retrouve la SSB là, bon c'est pas le contrat futur, ok, mais voilà, mais ça reste quand même un peu faiblard. Mais de toute façon, sur Binance, voilà, tant qu'on ne fait pas sauter les 350 $, il n'y en a pas grand-chose à en attendre. Et on termine par ARB. Alors là, franchement, il n'y a pas beaucoup d'historique, mais on va quand même s'amuser un peu. Donc, vous l'avez ici en données journalières. Je retire Ichimoku et voilà où est-ce qu'on en est. Alors, alors vous avez ici, on est rentré ici dans une phase baissière, une phase corrective. Ok, très bien. Il y a plusieurs éléments que je regarde. On a ici un A égale C, un 3 temps, premier temps, 2 temps. Et donc on stabilise, si vous avez le 1 pour 1, le marché s'est stabilisé sur les 1,05. Là, on est dans une phase de baisse, on a un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps, un quatrième temps. Le risque pour moi, c'est que le marché soit en train de construire ici simplement un quatrième temps, une phase, sorte de petit wedge, avant de mettre une cinquième vague de baisse, qui serait là le point bas et qui pourrait retracer 50% de toute la phase de hausse. Ça ramène sur les 0,95. Ça, c'est le risque à la baisse. En fait, mais en même temps, dans l'immédiat, on s'est neutralisé parce qu'on a réussi à réintégrer, à préserver les indices, mais on est encore sous les 1,30. Donc, en gros, la cartographie chartiste, entre 1,10 et 1,30, c'est neutre. Pour déclencher la reprise de la hausse vers de nouveaux plus hauts, il faut dépasser 1,30. Et si on casse un 10 et qu'on sort par le bas du wedge, on ira à 0,95, qui pourrait être la cible de la vague 5 finale avant de repartir à la hausse. Mais dans l'immédiat, on est coincé entre 1,10 et 1,30. J'ai fait ce que j'ai pu avec l'historique qui était disponible. Voilà mes amis, ainsi s'achève ce Cryptost Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Merci.